C'est avec un grand plaisir que je déclare ouvert notre séminaire. Il est ouvert. Construire la qualité entre normes, labels et responsabilité d'architecte. C'est ça notre séminaire, qui est organisé par le SNAP, pardon, syndicat national des architectes praticiens. Donc nous sommes réunis aujourd'hui pour réfléchir ensemble à l'un des défis majeurs de notre temps, la qualité de notre cadre de vie. Architectes, entrepreneurs, promoteurs, maîtres d'œuvre, maîtres d'ouvrage, bureaux de contrôle, laboratoires. Tous ces gens-là forment la chaîne indispensable qui, à chaque étape, veille à ce que nos constructions respectent à la fois les exigences techniques et légales et l'ambition sociale et environnementale de nos cités. Normalement, la clé de la réussite, c'est l'union qui fait la force. Donc, tout ce panel, c'est ce qui devrait faire la qualité de notre cadre de vie. Au cours de nos échanges, de nos conférences et ainsi de suite, il sera question de TU, de label volontaire, d'FQE, de Malika de Colombe, vous les connaissez, et surtout la responsabilité de chacun d'entre nous, porteuse de garanties décennales, de devoirs de conseil, d'information et d'éthique professionnelle. Ce séminaire a pour vocation non seulement de partager des retours d'expérience et bonnes pratiques, mais aussi de renforcer votre engagement individuel et collectif en faveur d'une production urbaine responsable, durable et respectueuse du bien-être de nos concitoyens. Parce qu'on oublie que finalement, quand on fait un trait, ce trait va générer peut-être des générations qui vont bifurquer dans un sens ou dans un autre. Donc, effectivement, notre geste doit être réfléchi, mûrement réfléchi avant de traiter. Alors, aujourd'hui, je tiens à remercier l'UNPL. L'UNPL, c'est l'Union nationale des professions libérales, qui est membre de l'Union de l'UNPL, l'Union africaine des professions libérales, qui œuvre pour le rapprochement culturel des Africains, pour son soutien constant, ainsi que tous nos partenaires institutionnels et privés. Donc, que cette rencontre soit l'occasion de tisser des synergies nouvelles, d'innover et de tracer ensemble les voies d'un environnement de qualité au service du développement harmonieux de nos concitoyens. J'espère qu'on sortira quelque chose. Merci. La parole est à notre cher confrère, je dirais l'architecte de cette rencontre, c'est Sharaf Din Volada. Merci, Sir Hassan. Avec votre permission, je vais prendre quelques minutes ou 1 ou 2 minutes pour vous raconter l'histoire de ce séminaire. Voilà. Avec une organisation à laquelle j'appartiens et que beaucoup connaissent ici, qui s'appelle Kobati International. On a eu le plaisir de connaître l'agence Qualité Construction qui se trouve en France et qui est une agence considérée d'utilité publique et qui fait de la prévention pour la qualité. On va attendre que si Hassan finisse, peut-être. Ah. Oui, monsieur. Voilà, je disais donc que l'agence Qualité Construction est une agence d'utilité publique qui fait un travail remarquable sur la qualité, sur la prévention, et qui est en étroite collaboration avec tous les intervenants, y compris les assurances, ce qui est très important. Alors, elle prend les précautions d'usage pour les matériaux nouveaux, pour que
ce ne soient pas des laboratoires d'essais, mais avec le recul, les essais, les certifications, etc. L'agence qualité construction conseille, renseigne, fait de la prévention. Et donc, à partir de là, un séminaire s'est tenu à Milan sur la qualité avec tous les intervenants de l'acte de construire italien. Et donc, j'avais eu le plaisir de participer à ce séminaire et on m'a demandé de choisir une thématique sur la qualité. Et je me suis posé la question sur la perception de la qualité. Est-ce que ma perception de la qualité est la même chez le donneur d'ordre, chez l'entrepreneur, chez le promoteur, chez le bureau de contrôle, chez le bureau d'études, etc., et dans toute la chaîne. Et je me suis intéressé à cette perception, en me disant, la seule manière, c'est de connaître et de reconnaître ces différences de perception pour pouvoir les fédérer et aller vers une dynamique de qualité. Parce que si chacun reste dans son entre-soi, les architectes Bouhdoum, avec leur perception de la qualité, etc., les autres aussi, finalement, tout le monde parle de la qualité et très peu en font. Parce qu'il n'y a pas quelque chose qui fédère autour de cette notion de qualité, sachant, et c'est une question qui m'a interpellé aussi, que quand on est dans l'industrie et que les décideurs prennent en charge la réalisation d'un plan qualité. Ils mettent 3-4 ans pour le faire, et puis c'est tout. Après, c'est une organisation qui est bien cadrée, bien ciblée. On partage avec tous ceux qui travaillent dans cette entreprise, dans cette usine, dans cette société, dans cette banque, etc. Mais nous, bâtisseurs, architectes, entrepreneurs, bureaux d'études, bureaux de contrôle, etc. Chaque projet, il faut construire un plan qualité. Pourquoi? C'est un nouveau projet. C'est un nouveau donneur d'ordre. C'est une nouvelle équipe. Finalement, on se découvre. Parfois, nous, architectes, on est avancé sur un avant-projet développé. On ne connaît même pas le bureau d'études encore qui a été désigné. Parce que le système fait que les appels d'offres, les consultations, etc. Et ce qui nous tue aussi, c'est qu'on ne nous demande pas notre avis pour choisir avec qui on va se marier. La théorie du moins 10 ans, qui est appelée mieux 10 ans maintenant, mais c'est juste, voilà, la forme et pas le fond. Et donc, on se retrouve finalement avec des gens qu'on ne connaît pas et on met un certain temps pour se comprendre et se connaître. Et quand on réussit, c'est un accident heureux. C'est tout. Donc, voilà ce que, quand nos amis du SNAP m'ont parlé d'organiser un séminaire, je leur ai proposé de parler de ce sujet qui nous interpelle tous et de voir comment nous, architectes, on pourrait être une locomotive pour essayer de fédérer ces perceptions de la qualité à travers nos amis avec qui nous travaillons, avec cette notion fondamentale qui est le respect des différences. C'est énorme ici. Personne n'a la science infuse. Je sais que la loi dit que, je caricature, mais c'est ça, l'architecte est le chef d'orchestre. Oui, je peux être un chef d'orchestre, mais j'ai besoin des musiciens. J'ai besoin de les comprendre, de les écouter, de connaître leurs problématiques, etc. Si on veut aboutir à, in fine, à un résultat qui va satisfaire tout le monde. Et donc, c'est l'écoute, la co-construction. J'insisterai tout à l'heure dans mon intervention sur le respect des ouvriers. Ils sont complètement invisibilisés
dans un processus de qualité, alors que c'est eux, comment on les laisse. On a beau faire le plus beau projet, dessiner le plus beau projet, mais les ouvriers, ils sont dans des dynamiques de rémunération, de survie. Au moins, si on leur apporte la considération et leur dire c'est toi qui fais, et tout ça, juste les considérer, et la considération c'est énorme. C'est énorme. Et donc, on a besoin aussi de les écouter, de leur parler de la difficulté d'un projet, etc. Et donc, ça rentre dans la boucle de la qualité. La qualité, c'est une chaîne. Et si un maillon de cette chaîne est faible, eh ben, vous avez beau faire des discours, beau faire des projets, des schémas, etc., et on n'arrivera à rien. Bien. Ça c'était une entrée en matière, pardon, si moi je parle beaucoup, si jamais je suis trop lent, vous m'arrêtez, il n'y a pas de souci. Mais bon, c'est un sujet qui me passionne comme vous. Si vous permettez, le monsieur qui s'occupe des slides, il n'est plus là. Si vous pouvez, afin que... Bon, je vais argumenter mon intervention avec quelques slides, c'est juste des rappels. D'accord. Alors, je vais bouger ça quand même un petit peu pour que je puisse regarder. Bien, chers consoeurs, chers confrères, mesdames et messieurs, je tiens aussi à remercier le Syndicat national des architectes du privé, n'est-ce pas, c'est Hassan, de m'avoir associé à ce débat sur la qualité. Je pense que c'est un débat de regard croisé, professionnel et citoyen. Permettez-moi aussi d'ouvrir mon propos en saluant et remerciant chaleureusement le président de l'université Hassan II de Casablanca et le directeur de ce lieu qui nous accueille aujourd'hui, cette belle bibliothèque universitaire, un espace de savoir et de transmission qui a été rendu possible grâce à la générosité d'un bienfaiteur, et on a parlé du partenariat public-privé. Ce bienfaiteur, dont l'engagement en faveur de l'éducation mérite d'être salué, Feu Haj Mohamed Sqat. D'ailleurs, monsieur le directeur, c'est pas anodin de se retrouver dans une bibliothèque pour parler de qualité. Une bibliothèque est en elle-même un symbole d'exigence, de rigueur et de transmission. Merci, monsieur le directeur. J'aimerais que vous l'applaudissiez parce que j'ai déjà beaucoup aidé. Chers amis, la notion de qualité dans la construction, c'est un champ complexe et multidimensionnel, comme vous le savez. Ce champ mobilise à la fois des approches techniques, sociales et culturelles, et on ne peut pas le réduire à une simple conformité aux normes, à la réglementation ou à des indicateurs de performance. Si l'on peut objectiver la qualité à travers des labels ou des référentiels, la perception de la qualité varie profondément selon les acteurs impliqués dans le processus de construction. Maîtres d'ouvrage, architectes, ingénieurs, entrepreneurs, sous-traitants, et on rencontre de plus en plus ce cas de sous-traitants, parce qu'aujourd'hui, et c'est assez récent au Maroc, avant on avait des entreprises qui faisaient les grosses œuvres, d'autres faisaient, etc. On avait même des entreprises qui faisaient de la vitrerie. Rappelez-vous. Bon, pour ceux qui ont mon petit âge,
Donc voilà, on prescrivait des entreprises qui faisaient de la vitrerie et la peinture. Aujourd'hui, c'est un peu comme la médecine générale, tout le monde sait tout faire. Et bien entendu, on va vers les sous-traitants. Et une entreprise, quelle qu'elle soit, qui va vers les sous-traitants, elle va vers le moins-disant. Et donc, c'est automatiquement au détriment de la qualité. Donc, la sous-traitance aussi, bien que le texte dit qu'il faut que le sous-traitant soit agréé par le maître d'ouvrage, etc. Bon, personne ne fait attention à ça. Et il n'y a pas marqué sur les gilets sous-traitant. Quand une entreprise travaille, si elle a des gilets, c'est déjà pas mal. Voilà. Alors, il y a les promoteurs immobiliers, bien entendu, qui ont une vision de la qualité qui leur appartient. Les usagers aussi. Des gens qui n'arrivent à la perception de la qualité qu'en aval d'un projet quand ce projet est totalement terminé. Et surtout, curieusement, quand on construit une maison individuelle, on voit notre client 240 000 fois. J'exagère bien sûr, mais 240 fois, c'est sûr. Et quand on construit 500 logements, on ne voit jamais les utilisateurs. On décide pour eux, quelle prétention de dire, voilà, nous on sait ce qu'il vous faut. Donc les usagers ont leur mot à dire. Les institutions de régulation et encore, comme j'ai dit tout à l'heure, les ouvriers. Et chacun projette une définition de la qualité à partir de son rôle, de ses responsabilités, de ses contraintes, de ses formations, quand elles y sont, parce que vous savez que le monde de la construction, c'est un réceptacle. Quand on ne sait pas quoi faire, on vient faire de la construction et aussi de la promotion immobilière. Voilà. Et donc des formations, mais aussi, et ça c'est important, des valeurs personnelles et professionnelles. Et je parle de l'éthique, qui a un rôle extrêmement important dans la qualité. Alors, c'est pourquoi il me semble nécessaire d'adopter une approche holistique pour gérer ces intérêts hybrides, parce que chacun a un intérêt dans la qualité. Et à mon sens, cette approche holistique, elle est la seule qui permettrait en tout cas un consensus opérationnel, véritablement opérationnel autour de la qualité à toutes les étapes du projet. Cette approche, elle suppose en premier lieu de connaître et de reconnaître la diversité des intervenants. On les connaît, mais est-ce qu'on les reconnaît? C'est différent. La connaissance n'est pas la reconnaissance. La reconnaissance implique le respect. Le respect et la prise en compte des différences. Les attentes de ces différences, la vision parfois, pour ne pas dire souvent, divergence. Mais ces divergences, elles sont aussi complémentaires de ce que signifie construire avec qualité. Ces perceptions de la qualité sont différenciées selon les acteurs. Ainsi, les pouvoirs publics, ils sont garants du cadre réglementaire, ils veillent à la qualité via les normes, les autorisations et les sanctions. Les entrepreneurs, ils sont attentifs à la faisabilité technique et à la rentabilité. Ils arbitrent la qualité entre performance, risque et marge bénéficiaire. Pour les promoteurs immobiliers, l'approche qualité est avant tout économique. C'est normal, sinon ils ne feraient pas de la promotion immobilière. Ils préfèrent des niveaux de qualité suffisants pour vendre et des niveaux de qualité qui répondent souvent aux attentes minimales des clients ciblés. Quand ils font du haut standing, c'est différent, la qualité est différente. Quand ils font du moyen standing, c'est différent. Et quand on fait le logement social, c'est une autre discussion.
alors que c'est l'habitat du plus grand nombre. Pardon pour cette parenthèse. Et c'est cet habitat qui devrait faire l'objet d'un regard de qualité plus fort. Parce que quand on fait du haut standing, la population cible, c'était des modes. Rappelez-vous, dans les années, quelques années, c'était la mode des tuiles, maintenant c'est la modernité, maintenant c'est le béton ciré, maintenant. Et donc, les gens qui ont les moyens peuvent changer. Mais quelqu'un qui a un habitat social et qui a des crédits sur 40 ans, sur 30 ans, etc., il ne peut plus changer. Et donc, si cet habitat n'a pas des qualités, et je parle de SMIG de la qualité, on verra tout à l'heure qu'est-ce que ça signifie le SMIG de la qualité. Donc, pour l'habitat social, les minima des clients, de la clientèle ciblée, on a intérêt à se pencher dessus. Alors, pour les architectes, ils sont prescripteurs de qualité d'usage. Ils cherchent, nous cherchons, à allier durabilité, esthétique, conformité réglementaire et souci du détail. Les ingénieurs et bureaux de contrôle, ils sont concentrés sur la solidité, c'est normal, la sécurité, la conformité aux normes techniques et les exigences des assurances. Les bureaux de contrôle, nous savons qu'ils existent par la volonté des assureurs. Et tant mieux, parce que ça garantit quand même un minimum. Une petite parenthèse, dans la loi, le bureau de contrôle n'est pas obligatoire. Il faudrait peut-être qu'on milite pour que le bureau de contrôle soit obligatoire. Bien sûr, nous savons que tous les projets du secteur public font appel au bureau de contrôle, mais ce n'est pas une obligation du tout. Et peut-être qu'il faudrait la rendre. Et l'agrément des bureaux de contrôle, peut-être qu'il ne doit pas être fait uniquement par les compagnies d'assurance, mais par le secteur public. Ce n'est pas normal que le privé, c'est lui qui décide des agréments. On n'a pas de souci avec les assurances parce qu'ils prennent la virgule près des précautions, donc ils bétonnent, mais quand même, ça serait bien d'avoir un label d'agrément par l'État et par la loi. Les ouvriers, comme je disais tout à l'heure, bien que souvent invisibilisés dans les débats sur la qualité, alors qu'ils en sont pourtant les premiers artisans. Leur perception est ancrée dans le concret. Faisabilité des tâches, clarté des instructions, les moyens disponibles, parce qu'on ne leur donne pas toujours les moyens, et quand on fait des remarques en disant il n'y a pas de harnais, il n'y a pas de gilet, il n'y a pas de chaussures de sécurité, on nous dit oui, mais ils ne veulent pas les mettre. Voilà, ça c'est la réponse stupide et facile. S'ils ne veulent pas les mettre, on peut les obliger à les mettre et c'est tout, et ils vont les mettre, il n'y a pas de raison. Il y a le problème de la rémunération et la fierté du travail bien fait quand ils sont valorisés. Personne à la fin de chantier, à part peut-être quelques-uns d'entre nous, pas uniquement les architectes, mais les autres, font le repas de ce qu'on appelle du chantier à la fin. Et on mange tous ensemble avec les ouvriers et on voit dans leurs yeux cette fierté, cette valorisation et cette expression extraordinaire en arabe, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça coûte rien, mais ça rapporte beaucoup et donc c'est quelque chose qui doit être dans notre ADN de famille de la construction. Les utilisateurs, ce qu'on appelle les maîtres d'usage. Pour eux, la qualité, elle se traduit en notions de confort, fonctionnalité, sécurité et le rapport qualité-prix. C'est la première des choses qui vont, c'est normal. On voit les moyens. Et donc, pour eux, la qualité, elle se manifeste à partir de leur expérience d'usage et souvent en aval du projet, une fois celui-ci complètement achevé, j'en ai parlé tout à l'heure. Alors, ces différences de perception et divergences peuvent souvent créer des tensions.
pour pas dire toujours, parce que sur les chantiers, c'est pas un long fleuve tranquille, d'accord? Mais elles peuvent aussi devenir de véritables leviers d'innovation, à condition d'être prises en compte dès la conception des projets. En effet, et ça je l'ai appris par nos amis de l'agence Qualité Construction, des recherches récentes en sociologie de la construction, en économie du bâtiment et en études sur la qualité perçue plaident pour une approche systémique et participative dans laquelle chaque acteur est intégré au processus décisionnel dès la phase en amont. C'est important. Alors, construire avec qualité revient donc à trouver un équilibre entre exigences réglementaires, contraintes économiques, et ça, c'est important parce que souvent, nos projets ou nos avant-projets sont sous-estimés. Et pendant l'exécution, on s'aperçoit que les montants estimés ne correspondent pas à la réalité. Et sur quoi on va faire des économies? Sur la qualité. Donc c'est une contrainte dont il faut tenir compte. Il y a le respect et la considération de tous les intervenants, ça j'en ai parlé. Les attentes des usagers, et qui ne doivent pas être des attentes en aval, et les conditions réelles de production, les moyens. L'approche holistique se traduit aussi dans une pluralité d'indicateurs. La conformité aux normes, la qualité de gestion de projet, la durabilité des matériaux, la fiabilité des installations, le respect des délais et des coûts, le niveau de confort et de finition et les performances énergétiques et environnementales. Mais ces indicateurs se heurtent souvent à des freins, des arbitrages souvent dictés par le moins-disant, des études préalables insuffisantes. Et ça, c'est important parce qu'il y a une pression sur les études, parce qu'il y a le temps de la programmation, le temps de la décision et le temps de l'exécution. Et ces temporalités, les deux premières, ne sont très peu prises en compte. Et ça fait que quand on décide d'un projet, on vous le dit aujourd'hui en vous disant vous êtes déjà en retard. Donc, ces temporalités sont très importantes pour les études préalables. Des réglementations complexes et parfois peu adaptées. On a vu des aberrations. D'un service d'urbanisme à un autre, l'interprétation est différente. Le calcul des surfaces, c'est monstrueux. Des fois, on vous calcule la gaine, des fois, on ne vous la calcule pas. Bref, il y a des choses complètement invraisemblables. Un manque de formation et une pression sur les délais. Des marges financières réduites. Des exigences limitées de la part de certains clients. Ça, c'est aussi important. On a tous vécu ça quand on fait des remarques, on écrit, etc. Le client vient vous dire, mais vous savez, qu'il soit public ou privé, on est déjà en retard. Je dis, je les ferme pas la nuit, je vais les fermer le jour. C'est un peu difficile pour moi, mais bon, c'est des choses qui... Et malheureusement, dans certains contextes, et je vais le dire diplomatiquement, des pratiques dénuées d'éthique. Tout le monde comprend de quoi je veux parler, malheureusement. Et c'est quand il n'y a pas d'éthique, il n'y a pas de qualité. C'est évident. Alors, comment dépasser ces freins et comment fédérer tous les acteurs autour d'un consensus sur la qualité et la prévention? Là, on rentre dans la solution. Bien sûr, on ne va pas faire que le mur de lamentation, mais on va proposer aussi, et on peut y arriver. Alors, plusieurs leviers s'offrent à nous. L'implication de tous les acteurs dès la conception, c'est quelque chose qui peut se faire. La création d'espaces de dialogue et de co-construction des critères de qualité. La définition de référentiels communs. Le renforcement de la concertation et la transparence. Des réunions régulières interacteurs. Des plateformes collaboratives de suivi,
et pas se contenter de groupes WhatsApp. L'explication des arbitrages techniques à tous les intervenants, et pas uniquement que ce soit un entre-soi entre les architectes et les ingénieurs. Le développement de la formation croisée, la formation de tous les professionnels aux enjeux des autres. Et c'est important dans le cursus de formation de savoir ce que l'autre attend et ce que l'autre souhaite. L'intégration de la qualité dès la formation initiale, et je pense que c'est un manque dans le cursus scolaire, on n'enseigne pas la qualité. Alors que alors que on enseigne la sinistrabilité, mais on n'enseigne pas la qualité. C'est comme en mathématiques, on dit les problèmes mathématiques. Pourquoi? Dès le départ, on met que c'est un problème. Donc, voilà. Et je pense que l'enseignement de la qualité, et ça, les écoles d'architecture, on pourrait. Je salue le président de notre conseil national, notre conseil régional de l'ordre des architectes. Peut-être que déjà au niveau régional des écoles d'architecture de Casablanca, on pourrait leur toucher un mot, qu'ils fassent un module sur la qualité. Bien entendu, la sensibilisation aussi des citoyens et des usagers, la valorisation du terrain et le retour d'usage. On n'a pas de retour d'usage. Et ça, c'est un manque fondamental. Normalement, à la fin d'un chantier, on devrait faire un retour de ce qui a été bien fait et de ce qui a été mal fait. Et c'est comme ça qu'on corrige et qu'on avance, malheureusement, et ça devrait figurer dans les cahiers de charges. La prise en compte de l'expertise ouvrière, c'est important. Les savoir-faire d'usage sont aussi importants que les savoir-faire académiques. L'évaluation des projets à partir de la qualité perçue, la mise en place des dispositifs contractuels incitatifs, l'introduction avec précision des clauses de qualité dans les marchés, l'affichage des labels lisibles et partagés. Je pense que ça serait gagnant-gagnant de mettre des labels qualité sur des panneaux de chantier, et ça serait intéressant d'afficher ces labels. C'est encouragé par le démonstratif, et je pense qu'au Maroc, nous sommes des éponges et on absorbe ce genre d'informations et de labels, et c'est un label où peuvent se retrouver aussi les financiers, parce que c'est un argument de vente qui serait intéressant. Par la création de partenariats de long terme plutôt que des logiques concurrentielles pures. En conclusion, l'enjeu ultime est de construire une vision partagée de la qualité qui serait fondée sur la coopération, la confiance, la reconnaissance mutuelle des rôles et des savoirs. Comprendre la perception de la qualité, ce n'est pas seulement un exercice de diagnostic. C'est un levier pour repenser la gouvernance des projets. Et je pense que là aussi, on peut construire une gouvernance de projet dans la préparation des chantiers. Encourager la coopération interprofessionnelle et développer de nouveaux outils d'évaluation partagés. Construire avec qualité, c'est finalement construire ensemble. La qualité n'est jamais une évidence. C'est toujours le résultat d'efforts conjugués en intelligence. Merci de votre attention. Merci, Jalaldine Arada, pour cette intervention riche d'enseignement, disons, de qualité, puisqu'on est là, n'est-ce pas? Et on va passer la parole à Sévrada qui va présenter le panel des architectes. Bonjour tout le monde, merci de votre présence pour cette table ronde organisée par le syndicat national des architectes. Alors avant de commencer, mon intervention, c'est une sorte d'édito pour introduire un petit peu le débat qui aura lieu ce matin. Et avant de commencer mon édito, j'invite les architectes. On a un panel très très riche d'architectes qui participent à ce débat et qui vont
parler un petit peu de leur parcours. Donc j'invite nos amis architectes Sikarin Achar qui nous vient de Marrakech, Houda Rouissi de Marrakech aussi, Nabil Rahmouni qui nous vient de Salé, Salé Rabat, Si Mohamed Brada, il y a Kamil Haji qui nous vient de Lausanne, et Simamoun Qadir. Construire la qualité aujourd'hui, ça reste toujours un défi majeur pour notre métier, pour notre secteur d'activité. Donc cette table ronde, elle a comme objectif de développer une vision claire pour une souveraineté, au fait une souveraineté normative de notre pays dans le domaine de la construction. Aujourd'hui, tout le monde s'interroge, on est tous envahis par tous ces labels qui sont super bien commercialisés et qui nous parlent de qualité sous forme de labels internationaux que nous allons être appelés justement à débattre. On parle aujourd'hui de label HQE, de label LEED, etc. Donc on voudrait partager avec vous une réflexion à propos de l'intérêt justement d'adopter ce type de démarche quand on parle de qualité. Donc notre ambition dans cette table ronde est de définir ensemble un cadre de référence qui répond aux spécificités du contexte marocain, tout en respectant bien sûr les exigences internationales. Donc cette démarche collective nous permettra d'identifier les leviers d'action pour renforcer la qualité architecturale et technique des projets dans une perspective bien sûr de développement durable. Donc le rôle, on va parler aussi à travers les expériences des confrères du rôle de l'architecte comme garant justement de cette qualité. Comment l'architecte aujourd'hui peut encore, dans un contexte qui est très difficile, où les honoraires d'architectes vont vers le bas et la responsabilité, on responsabilise davantage l'architecte. Donc on a plus de responsabilités, mais avec moins d'argent. Voilà. Donc cette question à la fois essentielle et dérangeante, en quelque sorte, sera au cœur de nos échanges aujourd'hui et nous invite à une réflexion profonde sur notre responsabilité professionnelle et notre capacité à influencer positivement l'environnement construit en général au Maroc et notre cadre de vie. Donc on parle d'une qualité en crise silencieuse. C'est le cas quand on voit le développement de nos villes aujourd'hui, quand on voit l'étalement de nos villes, toute cette politique de lotissement généralisé et d'autoconstruction qui envahissent encore nos environnements urbains. Et quand on prend sa voiture et on se balade un peu à travers le Maroc, on a l'impression que c'est un pays où il n'y a pas d'architectes. Aujourd'hui, on est quand même, il y a 10 000 architectes, bon, mais les architectes sont sous-employés en général. Donc il y a un rythme d'urbanisation qui est énorme. Donc il y a une effervescence qui masque une réalité préoccupante et qui mérite toute notre attention aujourd'hui. On doit se poser la question pourquoi, avec tant de cadres, tant d'architectes qui sont formés aux quatre coins du monde, avec aujourd'hui on a plus que 10 écoles d'architecture au Maroc, comment on en est arrivé là, à cet environnement qui est quand même assez catastrophique. Donc les signaux d'alerte d'une non-qualité sont devenus structurels et s'accumulent et ne peuvent plus être ignorés aujourd'hui. Cette situation
compromet non seulement la durabilité de nos constructions, mais aussi la réputation de notre profession et la confiance que nous accordent les maîtres d'ouvrage. Parce que pour le citoyen marocain, quand on voit tous ces étalements urbains, toutes ces constructions, les gens, pour eux, c'est les architectes, c'est à cause des architectes. C'est-à-dire les gens n'ont pas les moyens intellectuels pour savoir qui fait quoi, qui est responsable justement de cette non-qualité perçue. Donc on constate toutes ces malfaçons récurrentes, tous ces sinistres à répétition. De temps en temps, il y a un immeuble qui tombe par-ci, par-là. Donc il y a quand même aujourd'hui, il y a un contentieux énorme dans les tribunaux à cause de la non-qualité, à cause de ce manque justement de cette démarche globale sur le projet. Donc il y a des coûts énormes de ce qu'on peut appeler le coût de la non-qualité. Donc je me suis amusé à regarder les chiffres. On parle aujourd'hui pour parler de qualité, il faut parler de la non-qualité. Le coût de la non-qualité, en général, en Europe, on parle d'un pourcentage qui tourne entre 12 et 15%. Aux États-Unis, c'est à peu près similaire, mais au Maroc, on arrive à plus que 30%. Donc, il y a un coût de la non-qualité qui est énorme, et non seulement par rapport au budget, mais par rapport à... je veux dire, c'est un coût qui est énorme, et je pense que c'est important de pouvoir communiquer là-dessus. Alors, les causes de ces dégradations, bon, nous, en tant que professionnels, on connaît les causes. On sait comment nos villes sont gérées. Bon, bien sûr, il y a principalement un problème de gouvernance locale. Aujourd'hui, on voit tous ces chantiers pour Maroc 2030 qui se font, tout ce qui est aménagement urbain, ils se font sans nous. Donc, on n'a aucune idée sur tous les grands chantiers lancés à Casablanca. On n'a aucune idée sur qui fait quoi. C'est la commune qui décide de tout. Et surtout les projets d'aménagement urbain, là, on est complètement à côté de la plaque. Donc, en plus, il y a la mission de l'architecte qui devient de plus en plus fragmentée avec tous les intervenants et donc il y a une dilution au fait de la responsabilité au niveau des chantiers. Il y a tout ce qui est tous les grands projets du Maroc pour dire que c'est des projets qui sont bien gérés et sont collés souvent à un label commercial. On voit par exemple à Casablanca les deux grands projets de Casablanca, que ce soit la ville nouvelle de Zineta et le CFC, ils se sont pris comme label HQE. Donc quand on leur parle, ils disent eux, ils ont pris le meilleur label du monde et que d'ailleurs ils ont été invités à nous présenter leur retour d'expérience par rapport à ce label. Et j'ai appris ce matin qu'ils ne peuvent pas venir. Donc on a invité la société Zneza, Aménagement Zneza, et on a invité aussi l'ODA qui n'ont pas estimé bon de venir discuter avec les architectes. Et on voit aujourd'hui le résultat en termes de qualité des espaces, on voit ce qui se passe sur l'ODA et on le voit tous les jours, on voit ces chantiers qui poussent et qu'il n'y a pas, je veux dire, en termes de qualité des espaces, en termes je veux dire, toutes les valeurs que nous défendons en tant qu'architectes, de durabilité, de transport doux, de qualité des espaces, de tout ça, il y a à boire et à manger. Donc, et là, je ne vais pas parler longtemps, mais je pense qu'il y a un problème aussi très important dont on doit parler, c'est tout ce qui est dévalorisation des honoraires. Aujourd'hui, moi, quand j'ai commencé ce métier, il y a quelques années, on avait des contrats 7, 6, 5 avec le public. Aujourd'hui, on est à 4 et beaucoup d'organismes semi-publics, ils font descendre les honoraires jusqu'à autour de 2%. Alors que
on a des contrats qui sont de plus en plus, qui donnent de plus en plus de responsabilités à l'architecte. Le secteur privé, depuis l'arrivée du Conseil de la concurrence, tous les contrats privés ont été annulés. Aujourd'hui, dans le secteur privé, on est à moins que 1%. Donc là, c'est quand même énorme. Donc il y a, au fait, un des objectifs de cette table ronde, c'est justement de lancer un appel aux architectes pour un sursaut collectif pour pouvoir rectifier le tir et contribuer à une réflexion théorique et un véritable appel à l'action pour tous les acteurs de la chaîne de construction au Maroc. Notre objectif n'est pas de désigner des responsables, mais de rebâtir un contrat de confiance entre tous les intervenants, architectes, maîtres d'ouvrage, bureaux d'études, usagers et pouvoirs publics. Cette démarche collaborative est essentielle pour établir une nouvelle dynamique qualitative dans le secteur et fondée sur des valeurs partagées et une vision commune du développement durable. Donc là, justement, nous avons pu intéresser des confrères qui ont des parcours très intéressants et qui ont un regard particulier sur cette notion de qualité et qui ont pu, à travers leur expérience, démontrer que la qualité, c'est pas quelque chose qu'on importe, c'est quelque chose qu'on implante, qu'on cultive, qu'on développe. Et donc, c'est un travail collectif et un travail qui nécessite un engagement personnel de chacun de nous. Donc, la qualité, comme disait Sharafdine, c'est un levier pour le développement d'un pays. Il faut absolument qu'on arrive à vulgariser cette notion de qualité auprès des maîtres d'ouvrage et d'expliquer que la qualité ne représente pas un luxe superflu, mais constitue un véritable levier de développement durable pour notre pays. Et elle incarne des valeurs fondamentales que nous devons collectivement défendre et promouvoir. Donc notre débat aujourd'hui dépasse largement la simple question des normes techniques. Il s'agit d'établir un socle de valeurs partagées et promouvoir une exigence active, collective et contextualisée, adaptée aux réalités marocaines. Donc voilà. Donc je passe la parole à nos amis. Donc je pense que tout le monde connaît la qualité des intervenants que nous avons avec nous aujourd'hui. Et donc je passe la parole à Sekarim Achar, qui a une expérience incroyable et qui va partager, qui a eu l'amabilité de nous préparer quelque chose. Et je t'invite aussi de faire la modération pour animer la table. Nous avons eu une rencontre hier à distance et donc nous avons partagé un petit peu les points. Et, pardon. Nous avons partagé un peu les points de ce débat-là. Et donc je laisse la parole à Sekarim. Oui, exactement. Et il y a Ouda aussi qui a fait le déplacement. Même vous aussi. Hein? Bonjour tout le monde. Merci Sinajib. Merci Monsieur le Président. Et c'est toujours agréable de se retrouver et de pouvoir échanger et débattre. C'est une occasion aussi pour ne pas avoir peur aussi de regarder en face la réalité de la nôtre. Donc mon intervention peut être intéressante du fait que j'exerce à Marrakech. Donc il y a des aspects dont vous avez parlé, Simanada, qui m'ont permis un peu de côtoyer un peu tout le savoir-faire ancestral et de pouvoir en faire. Moi je suis un fervent défenseur d'une phrase que je dis toujours, comment faire accéder toute notre grande tradition à ce qui est aujourd'hui le monde contemporain. Donc ce n'est ni un vouloir
revenir en arrière, ni une envie de ne pas regarder de l'avant. C'est quelque chose qui est de s'inscrire dans une démarche. Alors, je ne sais pas si je peux voir si quelqu'un peut nous assister à faire pour insérer le... L'éthique et ouais, je suis de formation italienne, donc ça va. Je peux permettre les erreurs d'orthographe. Je suis né à Casa, j'ai fait un parcours particulier, je suis passé par Tanger, j'ai fait des études à Turin. Je suis rentré à Casa, j'aspirais rentrer à l'agence urbaine, c'était le début, on m'a envoyé à Marrakech. J'ai enseigné à des adjoints techniques en architecture pendant 2 ans. J'ai complété ma formation parce que j'ai choisi d'enseigner des matières que je ne connaissais pas. J'ai choisi style, histoire, l'architecture au Maroc. Je suis allé à la bibliothèque de l'école, on m'a dit il n'y a rien. Il n'y avait pas Internet à ce temps-là. Donc on a dit ok, on allait faire des relevés des bâtiments historiques avec les étudiants à Marrakech. Donc c'était une deuxième formation pour moi, ça m'a complété ma formation de l'école italienne. Donc voilà, donc j'ai voulu associer, suite à tout ce que vous avez dit, j'ai voulu associer le terme éthique à la qualité parce que c'est une démarche globale. Donc, avec toute la bonne volonté de chacun ou chaque noyau de la chaîne, si la chaîne n'adhère pas à quelque chose qui est fédératrice, difficilement on peut arriver à quelque chose. Donc une approche de qualité ne se limite pas à la performance d'un livrable ou d'un service. Parce que le livrable et un service, on peut le juger qualitatif. Mais la manière, c'est la manière qui aujourd'hui qui pose problème. C'est-à-dire, elle englobe la manière dont il est conçu, dont il est produit et livré. Et la manière, c'est le respect de l'environnement, le respect de l'humain. C'est-à-dire, il faut que l'humain soit mis en condition de travailler dans de bonnes conditions et du respect de la diversité. Parce que la diversité, c'est ce qui est le dogme universel que le bon Dieu défend avec les dents. Ça veut dire que du moment où on est sur Terre, il faut qu'on sache vivre ensemble dans la diversité. Et la diversité, c'est qu'il suffit au Maroc, bon, le Maroc est un territoire qui est vraiment un témoignage de sa richesse, c'est la diversité. La diversité entre les régions, la diversité entre les gens, et ce qui fait qu'il est toujours agréable de se déplacer du nord vers le sud du Maroc et de découvrir, soit dans la cuisine, l'architecture, le vestimentaire et autres, ces diversités qui font notre qualité. Donc il est vrai que la société moderne, aujourd'hui qui est axée sur l'économie, dicte des rythmes et des priorités qui doivent assurer un développement urbain qui est un grand défi. Donc aujourd'hui, construire rapidement et moindre coût, je ne pense pas que c'est la bonne voie. Donc la bonne voie pour créer des villes durables, équitables et inclusives nécessite peut-être quelque chose où l'objectif final devrait être le fait du bon vivre dans nos villes, dans nos maisons, etc. Donc il y a des points que je dis comme ça et je vous laisse trouver les réponses parce que vous les avez déjà. Donc ça nécessite une planification stratégique, une vision moyen-long terme. Donc, je vous laisse répondre si, d'après vous, on a cette planification ou pas. Éducation et sensibilisation, que ce soit de la formation, parce que la qualité, pour qu'elle soit contrôlée, il faut de la connaissance. Si on n'a pas de connaissance, si on ne connaît pas le métier, si on ne connaît pas ce qu'on a à faire, difficilement on peut assurer de la qualité. Le cadre réglementaire et l'arsenal juridique qui doit être robuste, spécifique
et incitative, l'innovation et la technologie durable, et le partenariat public-privé, qui est fondamental, qui doit être bien équilibré, bien réglementé, mais c'est une voie. Alors, je veux être rapide, donc j'ai posé la question suivante à Gemini, intelligence artificielle. Je leur ai dit, est-ce que tous les pays ont les moyens de garantir la notion de la qualité dans le processus de développement urbain? Voilà la réponse, non. Donc c'est catégorique, c'est pas quelque chose de... Malheureusement, tous les pays n'ont pas les moyens de garantir la notion de qualité dans le processus de développement urbain. La capacité à assurer un développement urbain de qualité est fortement liée à plusieurs facteurs. Donc, moi je dirais, il parle de ressources économiques, de capacités institutionnelles et gouvernementales, transparence, l'expertise technique et les ressources humaines, le contexte socioculturel et politique, la vitesse de l'urbanisation, parce que aujourd'hui pour ces pays en voie de développement, les priorités sont autres. Il faut assainir, il faut faire arriver l'eau, il faut faire évoluer l'électricité, il faut arriver, etc. Donc, c'est pas qu'ils n'ont pas envie, mais il faut regarder la réalité en face. Donc, il y a des choses qui sont possibles à une échelle de projet, on peut garantir cette notion de qualité, et à d'autres échelles, peut-être, c'est plus compliqué. J'aime bien l'idée de... Ils qualifient, ils disent la qualité dans le développement urbain de ces pays qui ne peuvent pas... C'est plutôt un idéal vers lequel on aspire. Donc, c'est pas mal. Donc, si nous, on peut s'inscrire dans cet idéal vers lequel on aspire, cela préconise quoi? Préconise qu'on ait le courage de regarder en face notre réalité, d'aller identifier ce qui ne va pas et de faire en sorte de mettre les conditions pour qu'on puisse l'améliorer. Sinon, on ne peut pas arriver à... Donc, avant de présenter quelques projets, moi j'aime un terme qui n'est pas aussi engageant que la qualité, parce que la qualité nécessite naturellement qu'il y ait un clair objectif des attentes. Après, il faut des performances pour le réaliser et le mettre en œuvre. Et à la fin, il faudrait du contrôle. C'est-à-dire, il faudrait qu'on puisse avoir la capacité de contrôler et de suivre ce qui se fait. Et ça, c'est un peu un process qui est en soi assez lourd. Moi, je présenterai quelques projets et je sais pas comment on verra. Voilà, donc moi j'aime le terme excellence. Je trouve que ce terme de l'excellence me va très bien. Parce qu'on peut trouver un projet ou un concert ou une performance excellente sans qu'elle doit adhérer au label et aux conditions, etc. Donc l'excellence me parle beaucoup. Donc j'ai choisi quelques projets où je vais peut-être parler sur ces projets. Ça, c'est une maison rurale, dans Fletesson, dans les environs, on est à 17 km de Marrakech. Donc, je rappellerai peut-être les aspects qui m'ont touché. Cliente marocaine qui revient sur un terrain de son grand-père et qui a envie de construire en terre. Elle doit avoir la cinquantaine, et ça, c'est un aspect pour moi important. Donc, il y a une vraie demande de revenir sur la terre de ses grands-parents. Elle vit à Casa, donc elle n'est pas à l'étranger, mais elle a envie de venir habiter. Donc il y a eu un projet qui a été naturellement fait dans les règles de ce qui peut être le climat de Marrakech, les conditions. Donc on a utilisé des techniques de construction qui sont un mixte entre la terre battue, donc c'est du pisé, et la pierre. Ce qui est intéressant dans ce projet, c'est que quand je l'ai présenté à l'autorisation, vu que je l'ai conçu avec un système de cours et de patio, et c'est-à-dire une architecture qui reprend la typologie des maisons d'autrefois, le technicien il me l'a refusé, il m'a dit non, vous avez droit à une seule maison et pas à trois édifices. Mais c'est une seule maison avec des patios et des... Donc si je dis il a le patrimoine d'Yanna, je suis معاك كلمة بغيتي. Donc
Il a un règlement fait 2 pages à la maison rurale où tu me dis 2%, 8,50 m, un hangar, je respecte les normes, mais tu n'as pas à m'imposer quelle typologie d'architecture je dois. Bon, in fine, on a pu réussir à réaliser un projet où il offre que ce soit des indoor et des outdoor, parce qu'ils sont très importants, surtout à Marrakech avec le climat qu'on a. Deuxième projet, c'est toujours une mise en valeur d'une ferme dans les environs du barrage qui a été plantée et où on a construit avec une technique différente. Là, on a opté pour de la terre coulée et vu qu'on était sur 2 niveaux et que il y a des choix de stratégie qui ont été, parce que je ne cache pas que c'est des projets où il y a un peu d'expérimental, donc les bureaux d'études ne sont pas toujours sûrement calés sur. Donc il y a, et je peux dire qu'il y a eu des erreurs de fait parce qu'on n'est pas loin de l'épicentre du séisme. Et quand il y a eu le séisme, ce projet il a eu des dégâts au niveau des toutes les constructions qui dépassent les 4 mètres de hauteur. Parce que avec le mouvement qu'il y a eu, il a vu que l'ingénieur a insisté pour insérer une structure béton avec la terre coulée. Les deux, quand ils ont bougé, donc on a dû. Donc c'est des choses que je ne ferai plus, mais c'était d'une grande école où il faudrait peut-être que les ingénieurs puissent faire plus confiance à la terre et plus confiance à ce qu'elle peut rendre un petit peu en termes de performance, même en termes structurels. Un autre projet toujours dans les environs où on n'a pas utilisé de la terre, mais on a utilisé tous les systèmes, je dirais, de briques pour avoir un échange thermique de qualité, le double vitrage, les ponts thermiques ont été traités. Et c'est un projet où, avec de nouvelles techniques de construction, on a pu construire, c'est un pavillon complètement intégré un petit peu dans son paysage, où il a pris tous les bénéfices un petit peu du site pour pouvoir bénéficier du vent dominant, pour pouvoir être bien exposé et pour pouvoir donner un lieu de vie qui soit lié à son contexte. Un projet au cœur de Marrakech, c'est un projet en face de la Mamounia. Donc on était mitoyen à la muraille. On a développé un projet qui a une destination commerciale où on a pu travailler avec une technique mixte. Donc là aussi, quand on a des lieux publics, c'est encore plus compliqué avec les bureaux d'études, les bureaux de contrôle. Donc on a des voiles à l'intérieur et on a utilisé la terre pour être en dialogue avec les murailles comme élément de traitement final sur tout ce qui est isolation et aussi aspect final par rapport au projet. La mosquée Aïcha, c'est une réalisation d'un projet qui a été fait dans le cadre d'une convention entre la région Safi Marrakech et l'émir du Qatar qui a financé la construction. La ville a mis à la disposition le terrain. Et c'était une opportunité, on a pu là aussi travailler naturellement avec toute la réglementation actuelle, mais où on a pu introduire certaines techniques qui sont le puits canadien. Donc on va permettre à la mosquée de pouvoir récupérer l'air chaude l'été, la refroidir à 4 mètres en dessous de la terre et la récupérer dans la mosquée et vice-versa pendant l'hiver. On a utilisé un système dans 2 cours où on a opté pour l'éclairage naturel, mais aussi des panneaux solaires qui nous permettent un petit peu de chauffer l'eau et de donner de l'énergie à la mosquée. Et naturellement, c'était une occasion pour nous aussi de faire et donner voix un petit peu à tout ce qui est le savoir-faire local en termes de menuiserie, de plâtre, etc. C'était une expérience extraordinaire avec des mêmes extraordinaires. Donc, il y a tout un travail aussi, des prouesses technologiques, par exemple ces colonnes en marbre qui font 7 mètres de hauteur et qui portent, etc. Donc on avait fait intervenir une entreprise italienne qui nous avait donné un budget pour le faire.
Et in fine, on l'a fait avec une entreprise de Casablanca. On a acheté le marbre à Cara, on l'a ramené au Maroc, et ça nous a coûté 10 fois moins cher que l'entreprise italienne. Et ils ont fait un excellent travail. Donc elles sont faites en 3 morceaux. Donc il y a une première partie qui est la base, après il y a le chapiteau et la partie arquée sur le sommet. Donc les jardins secrets, c'était un projet intéressant où là aussi, naturellement, l'architecte il joue un peu ce rôle de médiateur. On ne peut pas toujours faire. On était quand même sur les traces d'une 3e construction parce qu'on a fait des fouilles archéologiques et on a trouvé qu'il y avait la trace de 2 constructions à 2 mètres plus profond. Donc on ne pouvait pas aller dans cette voie. Donc on est resté sur la couche de surface et on a fait une intervention sur un espace qui a été complètement squatté pendant des années. Ça veut dire cette cour, il faut imaginer que c'était une bidonville. C'est des Italiens qui ont pris cette initiative de racheter et d'assainir le foncier et de lancer ce projet de jardin au sein de la Médina, donc avec une tour panoramique existante extraordinaire. Donc ça, c'est un projet sur lequel on a travaillé. On a reconstitué l'entrée principale. On a utilisé les matériaux locaux. Le système d'eau. Absolument. Ce jardin, il était alimenté par un système d'irrigation. Vous savez, Marrakech, elle est connue pour les khtara, donc il y a tout un système. Mais la khtara alimentait aussi tout un système d'irrigation en surface. Il y avait un bassin qui est là, qu'on a maintenu. On n'a pas pu mettre en fonction le même système parce qu'il consomme beaucoup d'eau. Donc on est dans un système de goutte à goutte. Mais le système lui-même, on l'a mis en marche juste pour être quelque chose, je dirais, qui nous a permis un peu de montrer. C'est comme un lieu pédagogique. On montre et on explique un petit peu ce qui se faisait alors en termes de connaissances et savoir-faire pour ce qui est de la gestion de l'eau. Vous pas amené le petit film? Non, ça va prendre du temps. Ars Moulay Abslam, c'est le grand jardin de 10 hectares en face de Beledi et de Marrakech. J'ai voulu le présenter parce que c'est un vrai exemple réussi de partenariat public-privé où la ville, n'ayant pas la possibilité de gérer et de maintenir ce jardin, ont fait un partenariat avec Maroc Télécom. C'est un partenariat réussi parce qu'aujourd'hui le jardin il a été appelé Cyberpark. En parallèle, il a été suivi par la Fondation Métis pour l'environnement. Et c'est un projet où il y a eu, comme je disais, donc, 3 entités qui ont assuré une seule vision et qui ont permis à ce jardin aujourd'hui de pouvoir offrir un lieu public extraordinaire à Marrakech. Ça, c'est des projets qui sont toujours à Marrakech, mais dans les environs, donc sur des propriétés de 2-3 hectares. C'est des clients anglophones qui n'ont pas de problème à vivre à l'extérieur de la ville, au-delà de 20 km. On a aussi reproduit cette idée de vivre à la maison avec les patios, etc. Étrangement, on a toujours le souci de se dire, si on fait sortir les gens dans une ville comme Marrakech, où il fait 45 degrés l'été, où il fait 4 degrés, 6 degrés l'hiver, les gens ne vont pas accepter de vivre une maison. Il faut sortir de sa chambre à l'extérieur pour aller dans le salon. J'ai eu la confirmation que les gens ont envie d'habiter ce type de maison parce que c'est une expérience qui les intéresse. Ils prennent un petit châle quand il fait froid. Mais c'est des maisons qui sont très, très demandées et par toujours dans la Palmeraie. Ça, c'est des maisons réalisées sur 3-4 hectares par des personnalités. Comme vous savez, Marrakech a toujours été un lieu où les grandes personnalités ont voulu construire de très belles demeures. Donc, et ça continue. Donc, il y a toujours des personnalités qui arrivent un petit peu de partout du monde et qui ont envie de créer des demeures assez particulières. Ça, c'est une maison
qui vient d'être livré. Mais le challenge qu'avait posé le client le premier jour où je l'avais rencontré, m'a dit le jour où le projet sera terminé, quand les gens viendront, j'aimerais pas qu'ils sachent que c'est nouvellement construit. Donc il faut qu'elle ait un petit peu de patine. Donc on a pris des risques de faire terminer les façades avant de commencer les intérieurs, pour leur donner le temps de s'imprégner de la poussière de Marrakech. On a planté, le paysagiste n'était pas content, l'entreprise n'était pas content, personne n'était content, mais c'était les désirs et l'architecte, quand il y avait la levée des réserves, il devait rappeler aux clients qu'on a pris quand même des risques et on a fait des choses en dehors du circuit, un petit peu de la charte réglementaire. Et voilà, le résultat est là, il est content, donc ça marche. Ça, c'est toujours le même projet. Et on a utilisé du bois à l'extérieur, en sachant qu'on a de la dilatation très importante. On a utilisé du cèdre qui réagit le mieux. Mais c'est des choses qu'on a réalisées en sachant aussi dire aux clients, voilà les limites de ces matériaux, donc ils vont nécessiter de l'entretien, des interventions. Et why not? Du moment où c'est quelque chose qui est faisable, et ils viennent au Maroc et à Marrakech pour ça, donc pour vivre un petit peu ces... Voilà, merci. Bonjour à tous. Donc, merci aux organisateurs de m'avoir invité pour cette journée. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Houda Rouissi. Je suis architecte diplômée de l'école d'architecture de Casablanca. J'ai par la suite obtenu un DSA patrimoine, un diplôme co-signé par l'ENARABA et l'école de Chaillot à Paris. J'ai auparavant été fonctionnaire dans l'administration publique, précisément à la région Marrakech-Safi. Donc le dernier poste occupé était la directrice par intérim de l'agence régionale d'exécution des projets. Et en 2023, j'ai donc choisi de quitter ce poste pour fonder mon agence d'architecture à Marrakech. Alors pour cette journée, donc je vais souhaiter intervenir par rapport à mon travail que j'ai effectué à Al House. Donc c'est l'utilisation des matériaux locaux dans la reconstruction post-séisme dans le village de Tinmel, qui est un village qui relève de la commune de Talat Yacoub, qui appartient à la province d'Al House. Alors ici, on va voir quelques images juste après le séisme. C'est des constructions du même site, donc du village de Tinmel, des constructions majoritairement en béton, du béton mal exécuté, et on voit donc l'ampleur des dégâts avec du béton et avec toutes ces liaisons vraiment très rigides qui ont fait que ça va rapidement se rompre. Voilà, donc ce que vous avez en face de vous, là, c'est des exemples de maisons majoritairement en pisé ou en pierre, des architectures non conventionnelles, vernaculaires, qu'on peut appeler également traditionnelles, mais c'est des architectures mal exécutées, et la cause étant la perte des savoir-faire au niveau de ces constructions qui a commencé bien évidemment bien avant le séisme. Un autre exemple de bâtisse, toujours dans le site de Tinmel. Là, il s'agit d'un bâtiment un peu hybride, avec une structure ancestrale qui a muté au fur et à mesure des années et qui a intégré des matériaux plus récents, donc du béton, des agglos de ciment, et on voit donc l'ampleur des dégâts. Dernier exemple à présenter par rapport à ces architectures, donc juste après le séisme de septembre 2023. Ici, une bâtisse qui a gardé sa structure ancestrale et qui a quand même tenu après le séisme. On va percevoir au niveau de l'angle que c'est vraiment très très bien exécuté. On a ces techniques de harpage. On a également à plusieurs niveaux de la façade des espèces de chaînages qui entourent le bâtiment et qui sont en bois. Et c'est là en fait où on se rend compte que l'architecture vernaculaire, elle émane d'un bon sens constructif.
En fait, le Haut Atlas, on va dire, qu'il a connu ses savoir-faire depuis des siècles et des siècles. Et c'est des matériaux qu'on va retrouver comme le pisé, comme la pierre, comme la chaux, comme la terre crue. Des matériaux qui répondent à des logiques de durabilité, d'efficacité thermique, de faible empreinte carbone et également d'économie circulaire. Et tout cela, en fait, a fait que ça m'a encouragée au moment où j'ai voulu donc répondre à l'appel d'offres d'Al Umran pour réaliser la reconstruction de quelques bâtisses sinistrées, de m'orienter vers ce type d'architecture et d'autoriser donc des bâtiments en matériaux locaux. Alors, deuxième chose qui m'a encouragée, c'est quand même mes origines du côté de ma mère. Alors ici, c'est la maison de mon grand-père maternel, donc c'est la grande maison familiale où tout le monde se réunissait. Ici, c'est Talat Niakoub, on est à 5 km du village de Tinmel, et c'est la maison où il y a tous mes souvenirs d'enfance qui ont fait que j'ai ce côté profondément sensible vers cette architecture vernaculaire. Donc beaucoup de choses m'ont marqué, le rapport aux hauteurs, le rapport aux largeurs, les textures qui sont naturelles, qui sont irrégulières, qui sont vivantes, aussi les différentes typologies de pièces, des typologies qui sont quasi inexistantes maintenant dans notre manière de faire les plans et dans nos modes de vie actuels. Par exemple, l'Argmi, qui est en fait une sorte de pas d'antichambre, mais de pièce qui va faire la transition et l'articulation entre deux patios et qui a très peu d'ouverture et qui est très fraîche et qu'on utilise plutôt l'été. On a également le bhou qui est une sorte de pièce qui est couverte mais ouverte et qui donne sur le riad et dans laquelle on s'installe également beaucoup la nuit pour apprécier les ciels étoilés du Haut Atlas. On a également Nbeh qui est une sorte de coursive, une sorte de galerie, mais pas que, c'est également un espace qui connaît cette extension naturelle de l'intérieur vers l'extérieur et qui fait la transition entre les espaces de vie et les patios. Alors ici, c'est le site de Tinmel, donc une photo ancienne où on voit la mosquée Tinmel, mosquée Al-Muhad datant du XIIe siècle au fond, donc dans l'arrière-plan. Et puis toute la bâtisse au premier plan, c'est également une maison de mon arrière-grand-père, Qaïd Goundafi, et c'est la maison où ma mère est née. Alors actuellement, cette maison a disparu, elle a été abandonnée à peu près vers les années 1970 et c'est à partir de là que le village en fait a pris naissance et il a muté, le tissu a muté et ça a donné donc naissance à tout un village qui se prolonge, qui fait maintenant 4 à 5 fois la taille de la Casbah et qui se prolonge donc à la devanture de la mosquée que vous voyez entourée en rouge. Et puis on est dans un rayon qui est très très proche, on est à 450 mètres au point le plus loin de la mosquée. Une autre chose qui m'a convaincue, c'est en fait on est dans le pourtour d'un bâtiment ancestral, un bâtiment, un monument historique et tout le pourtour devrait garder cette authenticité et refléter en fait cette aura patrimoniale du Haut Atlas. Alors bien sûr, il s'agit d'une expérience assez particulière. Donc cette reconstruction, elle va se faire avec les gens et surtout avec les moyens les plus rudimentaires, avec des moyens très très faibles qui ont été donc assurés avec l'aide directe de l'État marocain aux habitants de ce village. Alors le premier aspect qui était important pour moi, c'est cet aspect sécuritaire. Et on est allé avec une logique constructive vraiment très très simple. Des fondations en béton de chaux, avec des semelles filantes. Donc de la pierre, du tout venant. La seule chose en fait qu'on ramenait, c'était les sacs de chaux qui n'existaient pas sur place. À partir des fondations, on part avec des murs porteurs de 50 cm de large,
Les hauteurs sont assez faibles, donc on est dans des hauteurs sous dalle de 2,60. Et puis à 3 niveaux du mur, on va retrouver une géogrille qui fait un peu qui permet au bâtiment d'être ductile, de bouger en fait sans se rompre. Et on va retrouver cette géogrille à 3 niveaux, donc juste après les fondations, après les linteaux et par la suite juste avant d'entamer les planchers. Voilà, donc on a aussi les angles qui sont renforcés, soit avec une technique de harpage quand on est dans des constructions en pierre, ou alors on utilise une terre stabilisée à la chaux qu'on va par la suite damer pour les bâtiments construits les bâtisses construites en pisé. Alors la deuxième chose ou le deuxième aspect important pour moi était la conservation des modes de vie. Donc l'État marocain avait donné cette contrainte de ne pas dépasser 70 mètres carrés. Moi, je suis allée quand même vers une structure qui va permettre d'aller au-delà. Et comme vous voyez sur le plan, on est sur un plan avec des pièces qui s'articulent autour d'un patio central. On est avec une entrée en chicane. Et puis tout le bâtiment que vous allez voir à votre droite, c'est un peu une extension qui peut s'adapter à l'activité du chef de famille. Donc ça peut être une étable, parce que la majorité de ces personnes vivent en fait de leur agriculture, une agriculture qui est vraiment vivrière, et c'est très important pour eux d'avoir leur bout de terrain à côté, leur cheptel à côté. Mais cette extension, elle peut également servir des shops de commerce pour un chef de famille qui a une activité autre que l'agriculture. Ça peut servir également de pièces d'habitation, tout simplement pour les familles qui sont assez nombreuses. Alors bien sûr, l'autre aspect important, c'est les performances thermiques. En fait, en allant avec des matériaux comme la terre ou le pisé, on assure donc cette inertie thermique qui va faire que la famille va rester donc au chaud l'hiver et au frais l'été dans sa maison. Autre aspect important, c'est l'écologie. Ici, ce que vous voyez à votre gauche, c'est des images que j'ai pu prendre sur la route, donc en allant vers les chantiers de Tinmel, une route qui est maintenant en train d'être élargie. Beaucoup des tonnes et des tonnes de pierres qui vont être jetées à même la vallée. Et c'est vraiment aberrant de voir toute cette pierre ne servir à rien, alors qu'on peut construire tout le house avec ces pierres. Et en même temps, on voit des tonnes et des tonnes de ciment, d'agglos de briques, d'agglos de ciment, de ferraillage acheminés par les camions de la ville vers les villages. Alors ici, c'est quelques pierres que j'ai photographiées. On a une multitude de pierres, une multitude de coloris, j'imagine une multitude également de capacités techniques de ces matériaux. Et ces pierres, en fait, elles sont absentes des certifications, des labels, des modes en fait, qui régissent la construction au Maroc. Alors que ces matériaux sont vraiment perçus comme on va dire archaïques ou non conformes. Et puis on a de l'autre côté le cadre référentiel actuel qui est on va dire importé et qui est surtout conçu pour un contexte hors que le Maroc. Dernier aspect important pour moi, c'est donc l'esthétique. C'était très important de garder ces pierres, garder ce pisé. C'est des matériaux en fait qui ont une relation viscérale avec la mémoire des lieux. Selon moi, dissocier ces matériaux du Haut Atlas, ça serait le dénaturer, ça serait lui enlever son aura patrimoniale, lui enlever sa valeur identitaire. Et c'était très important pour moi donc de garder ces textures. Alors bien sûr, pour commencer ces chantiers, il a fallu beaucoup plaidoyer.
plaidoyer du côté des habitants, mais également plaidoyer du côté des autorités locales qui voulaient donc tout réaliser en béton. J'imagine, il y a des pressions aussi du côté des autorités locales, mais il fallait donc faire vite. Ils voyaient ça en fait comme des chiffres. Il fallait juste faire vite, faire entrer les gens, les sortir des tentes. Et puis, plaidoyer aussi vis-à-vis des habitants. Il a fallu les convaincre. En fait, la première réponse qui revenait souvent, c'est « la terre nous a tués, on ne veut pas construire en terre ». Donc, il a fallu les convaincre et leur dire que ces constructions étaient mal exécutées depuis bien longtemps et que si on arrive avec des logiques très très simples et structurelles, on peut réussir des choses qui vont perdurer dans le temps. Les autres choses qui revenaient, c'était que la terre et la pierre étaient dégradants. Ils disaient, nous, on veut comme la ville, on veut construire comme les villes. Donc, il fallait leur montrer des exemples et leur dire que c'est des matériaux tout à fait contemporains, des matériaux vers lesquels on s'oriente de plus en plus et que c'est intéressant d'y habiter parce qu'il y a ce côté confort thermique, etc. Par la suite, donc pour sur 30 maisons que j'avais à Tinmel, j'ai réussi à convaincre 15 personnes. Donc maintenant, il y a 15 maisons à Tinmel qui sont construites en matériaux locaux. La deuxième étape pour les convaincre, c'était de montrer en fait le côté faisabilité technique, le côté facile de la chose. Il fallait leur montrer que la seule chose qu'ils allaient ramener, c'est les sachets de chaux. C'est les armatures en géogris que vous voyez en haut à gauche, que pour ceux qui ont des maisons en terre, ils ne vont pas donc damer traditionnellement, mais qu'il y a des outils maintenant pneumatiques et qui marchent et qui font en fait monter un mur rapidement. Et voilà, donc là, c'est les débuts des chantiers écoles. Alors, une personne m'a beaucoup aidé, c'est Oussama Moukmir, qui est un spécialiste de la construction en terre. J'étais vraiment dans une impasse quand j'ai voulu commencer ces chantiers, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'entreprise qui veut construire en matériaux locaux. Il n'y a pas d'ouvriers, enfin les savoir-faire se sont perdus. Sur ce village Tinmel, on a trouvé uniquement 2 Ma'allem qui étaient des messieurs très âgés. Et ils ont construit donc avec nous la totalité des 15 maisons. Mais Oussama Moukmir était vraiment d'une grande aide et on se déplaçait en fait à chaque début de chaque étape. On se déplaçait pour les fondations, on voyait avec le propriétaire de la maison comment faire en présence des autres voisins et par la suite les autres voisins font pareil et il y a ce système d'entraide dans le rural qui est juste magnifique. Et donc on se déplaçait à chaque niveau à chaque début d'étape. Donc ici c'est les fondations réalisées en béton de chaux. Ici c'est la fin des travaux de fondation, donc on perçoit les armatures en géogris. Là c'est les élévations des murs porteurs en pierre et avec le mortier en chaux. Ici, c'est les élévations des murs porteurs en pisé, donc, et on utilise donc la chaux pour stabiliser la terre au préalable. Donc voilà encore une autre maison. Ici donc une autre étape et les chantiers écoles continuent en présence de moi-même, de Oussama Moukmir et du reste des propriétaires des maisons. Ici donc on arrive au linteau, la mise en place des linteaux en bois. Ici, c'est la réalisation des planchers, donc des planchers légers traditionnels en bois, en terre. La seule chose qu'on a modifiée en fait au niveau des planchers, c'est qu'à la fin, on les finit avec une fine chape en ciment et en gris, tout simplement pour qu'il n'y ait pas à entretenir assez souvent ces toitures parce qu'un plancher traditionnel nécessite énormément d'entretien pour éviter les écoulements des eaux. Voilà ce que ça donne de l'intérieur. Donc ici 2 exemples en fait pour cet habitant, il a
fait faire le bois qui a servi pour le plancher, mais pour celui-ci, il a utilisé les rondins de bois qu'il a récupérés de son ancienne maison. Ici, une maison tout à fait finie en termes de gros œuvres. Et par la suite, en fait, il y a eu une rencontre assez intéressante. C'est des clients en fait à moi, des clients espagnols, des promoteurs avec lesquels j'étais sur un autre projet de logement collectif dans une autre ville. Et à travers en fait leur entreprise, on a pu avoir un budget assez consistant pour ce village et pour réaliser en fait une vision globale et pour aller vers l'assainissement, aller vers l'épuration des eaux, une station d'épuration. Et on a donc signé une convention avec cette entreprise et l'association Tourat, dont je suis membre, une association à Marrakech qui préserve le patrimoine de toute la ville, et on essaie d'organiser aussi des journées patrimoine, etc. Et à travers donc cette collaboration, on a eu ce budget important de l'Agence espagnole de coopération internationale. Et on a pu donc développer tout ce qu'on fait, avoir une vision globale, pouvoir réhabiliter même les places. Donc là, c'est le grand parvis dès qu'on arrive au Douar. Et puis on a le tout petit parvis qui est devant la petite mosquée et l'oratoire du village. Il y a également l'autre proposition pour les 15 autres personnes qui ont refusé de construire en matériaux locaux. Donc on a proposé une structure hybride qui va être en fait une structure classique en béton avec un mur en agglo de ciment à l'intérieur et qu'on va dédoubler en briques de terre comprimées pour garder cet effet esthétique de l'extérieur, mais profiter aussi de tous ces avantages thermiques. Voilà donc le visuel un peu en unifiant les façades. Ici, les travaux de finition intérieure. Voilà, même par rapport aux cuisines, proposer en fait des choses très très simples qui ne sont pas très coûteuses et qui sont agréables à vivre. Et là, donc, tout le réseau d'assainissement et d'eau potable qu'on propose de compléter pour l'ensemble du village. Donc voilà pour cette intervention.